Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de la customisation et comment customiser son vélo. Le vélo, c'est le mode de déplacement écolo qui fait actuellement un carton, pratique, économique, respectueux de l'environnement, bon pour le corps et l'esprit, il n'a que des atouts. Les citadins l'ont d'ailleurs bien compris puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à l'adopter, délaissant peu à peu voitures et transports en commun. Son achat est rapidement rentabilisé, il est un mode de déplacement respectueux de l'environnement, il permet une dépense physique, un gain de temps certain et une totale indépendance. Votre vélo n'a pas de caractère, faites-en un objet unique. C'est pour ça que JP, aujourd'hui présent avec moi sur la capsule dans l'atelier, bonjour JP, nous allons vous donner quelques conseils afin de pouvoir avoir un vélo unique. Et justement, comment le customiser? Alors, il y a différentes manières pour cela. En tant que spécialiste JP, déjà, je te souhaite la bienvenue sur le podcast une nouvelle fois. Et quelles sont, il y a différentes méthodes aujourd'hui de customiser son vélo, mais si on pouvait commencer par donner quelques conseils assez simples aux auditeurs, ça serait lesquels? Eh bien, la personnalisation d'un vélo, c'est plusieurs aspects. C'est un aspect de personnalisation pour adapter sa monture à sa pratique, mais avant tout, et je suppose que c'est de ça que tu voulais parler en premier, c'est une personnalisation esthétique pour avoir un objet qui nous ressemble, un objet qu'on est capable d'identifier, qui peut être identifié par les autres, puisque finalement c'est une prolongation de soi-même. Ça peut, pour certains aussi, faire partie d'un dress code, d'une attitude, d'un look. Voilà. Donc il y a effectivement énormément de points qu'on peut personnaliser sur un vélo. Le plus commun, c'est l'accessoire. C'est rajouter un porte-bagages, un panier, un klaxon, une sonnette. Il y a eu une grande mode de sonnette il y a quelques années. Et les fabricants se sont donné tous beaucoup de mal pour avoir quelque chose de créatif. Et puis la sonnette, elle bénéficiait aussi du fait que normalement c'est un des équipements obligatoires qu'on doit avoir sur son vélo pour circuler, même si c'est quand même globalement assez peu respecté. Voilà, donc il y a énormément d'aspects pour le personnaliser. Au-delà de l'accessoire, il y a la couleur ou l'apparence esthétique. Alors c'est les autocollants, ça c'est le truc peut-être le plus ancien qu'on puisse connaître. Ouais, puis il y a différents, il y a différents niveaux de customisation. Il y a effectivement moi ce que je peux appeler la méthode la plus simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le upcycling, c'est-à-dire donner une seconde vie à des objets qui n'avaient pas forcément cette utilité, et bien leur donner vie à travers la customisation d'un vélo. Donc tu l'as dit, c'est la décoration. Aujourd'hui, il y a beaucoup le mode de déplacement, en tout cas, du vélo est arrivé à vitesse grand V dans les villes. On a vu beaucoup de vélos arriver. Certains se sont équipés avec des paniers. Donc, tu peux effectivement décorer ce panier qui est à l'avant ou à l'arrière d'ailleurs, si ce n'est des sacoches qui peuvent également être customisées. J'ai dernièrement vu une jeune femme passer la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, à vélo, mais ses sacoches arrière étaient tout simplement des sacs à main. Je pense qu'elle n'utilisait plus chez elle. Écoute, elle les a customisés. Ces sacoches étaient de grands sacs à main, mais je trouvais ça assez sympa, donc je me suis permis de le noter. Il y a un vrai courant, en fait. L'engouement du vélo et la progression exponentielle du nombre de vélos dans nos villes et dans nos campagnes, même si c'est principalement dans nos villes, elle a aussi dopé le marché de la seconde main, de l'occasion, puisque à un moment la quantité de vélos neufs disponibles étant ce qu'elle est, le budget des gens étant ce qu'il est, il y a beaucoup de vélos qui sont sortis des granges, qui sont sortis des garages, des caves, et il y a un peu de réparation, il y a un peu de remise en route, et puis il y a un peu d'appropriation de l'objet. Donc on récupère un objet, on lui redonne une vie, soit parce que c'est sympa, soit parce qu'il y a une histoire, soit parce que c'est accessible. Et puis il y a des personnes qui ont une certaine créativité aussi, qui en voyant un objet, tout de suite ont l'idée de pouvoir l'adapter à leur monture. Mais cette attitude de récup, en fait, a vraiment encouragé les gens à aller... j'ai récupéré un vieux vélo, donc je vais pas aller au magasin dépenser 150 € d'accessoires, je vais bricoler. J'ai une cagette qui traîne, je vais la fixer. En bois que tu peux c'est ça, c'est comme l'idée de tes sacs à main. Donc il y a eu beaucoup de ça. Et effectivement, il suffit de s'asseoir à la terrasse d'un café aujourd'hui pour voir que la créativité est sans fin, parce que les gens recyclent complètement. Moi, tu parles de recyclage, mais j'ai vu des gens recycler des morceaux de combinaisons de plongée ou de combinaisons de surf pour avoir sa place sur le vélo. La mode des sacoches sur le bikepacking a fait aussi une petite entrée dans l'urbain, parce que de tout, on peut faire une sacoche, de n'importe quel textile. Donc, il y a eu beaucoup de ça.
Ça reflète aussi un peu la personnalité, hein, tu le disais, c'est une prolongation de soi quelque part. Oui, puis on prend un objet, on cumule 2 objets, on a un vélo, puis on a quelque chose qui traîne à la maison et on le transforme en accessoire pour son vélo. Ça coûte pas cher et ça répond à des besoins, puisque beaucoup de gens se sont mis au vélo pour se déplacer. Ouais. Pour se déplacer au quotidien, pour faire ces petits trajets. On parle bientôt d'écologie, je crois aussi, donc on va en reparler, mais tout ça, finalement... Dès qu'on parle vélo, c'est vrai qu'on y associe, surtout dans la période dans laquelle on est, énormément l'écologie et l'éco-responsabilité. Ouais. Mais l'usage appelle les besoins. Donc les gens ont pris ça pour aller au travail. Par exemple, si tu vas au travail, tu as besoin d'emmener ton matériel, tu as besoin d'emmener de quoi te changer, tu as besoin d'emmener de quoi manger, etc. Et donc forcément, ça appelle à accessoiriser son vélo. Et c'est une première forme de personnalisation. Après, effectivement, la personnalisation d'un vélo, c'est pas réservé au vélo taf, comme on dit. C'est aussi... moi, dans mon quotidien, en fait, je vends des vélos qui sont personnalisés et donc qui vont avoir un usage. J'ai plein de clients qui font la race, la cross. Je sais plus, tu m'as perdu, Arnaud. Il y a tellement France, de pays Belgique, qui font la race maintenant que. Racecross.cc, c'est le site principal. Mais tu as entièrement raison. Et je pense qu'on en parlera dans la méthode, ce que j'appelle moi un peu plus poussée. C'est que là, on parle de customisation. Et tu l'as justement dit, c'est d'accessoires. C'est-à-dire qu'on prend des accessoires, on vient les positionner sur son vélo pour le customiser. Mais il y a la customisation qui peut partir aussi de la réflexion du vélo que tu voudrais avoir. Donc ça, on va en parler. On va en parler juste après dans la méthode que j'appelle moi plus poussée. Mais juste, je t'ai coupé la parole tout à l'heure, JP, sur les autocollants. Effectivement, c'est une manière, et on le voit beaucoup, surtout dans les villes, sur on va dire la communauté fixie principalement, qui accumule autocollant sur autocollant sur autocollant, ce qui fait que le vélo, il est unique très clairement à la fin, avec des stickers de différentes tailles, de différentes couleurs. Et ça n'a pas d'âge. Hein. Je pense ça que toi et moi, on mettait des autocollants. Nos parents mettaient des autocollants. Et dans d'autres milieux, il y a des gens qui mettent des autocollants sur leur guitare aussi. Sur leur voiture, c'est un peu moins populaire en Europe, mais aux États-Unis, il y a un vrai gimmick de mettre des autocollants de partout sur sa lunette arrière, etc. Donc les autocollants... de mon point de vue, c'est quand même, maintenant sur les vélos, c'est assez parisien quand même. Hein. J'avoue que tu le vois. Alors à Lyon, on voit aussi peut-être un petit peu. C'est vraiment une communauté, je trouve. Ouais. Voilà, c'est vraiment, ça a été gardé, cette habitude, elle a été beaucoup gardée par la communauté de coursiers, principalement, et Fixie, qui sont quand même pas mal. Se croisent pas mal. On le voit moins. Par contre, il y a eu un renouveau il y a 3-4 ans et qui perdure de peinture à la bombe. Qui est l'étape d'après de l'autocollant. Tout à fait. Des marques qui se sont créées avec vraiment comme cœur de cible repeindre ton vélo. Voilà. Ouais, exactement. Et d'un point de vue marketing, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une marque de vélo alu qui s'est associée à la marque de bombe de peinture et qui fait que des peintures comme ça, c'est Squid Bikes, je sais pas. C'est ça. Voilà, c'est assez marrant le parallèle qu'ils ont fait, mais il y a plein de gens, y compris des journalistes, qui se sont achetés des bombes pour retester ça. Donc ça, c'est le niveau après l'autocollant et après le panier ou la sacoche. Voilà. C'est vraiment le truc qu'on voit beaucoup. Les gens récupèrent un vieux vélo et puis alors quand tu es dans un centre-ville et que tu veux récupérer ton vélo attaché à une borne et qu'il y en a 15, t'es content de l'avoir mis en vert fluo parce que tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il n'est pas, c'est pas évaporé. Je ne sais pas si tu as vu, il y a aussi des gens qui ont des vélos finalement plutôt récents au bon état et qui vont l'accessoiriser pour le... On est presque sur une démarche un peu rats, tu sais, qui vient de la moto, où on va le rendre moins joli, moins visible, moins attirant. Avec un peu plus pour la problématique aussi de vol et de tentation. Donc ça... Moi, je le vois encore. C'est encore quelque chose qui existe. Hein. Les rouleaux de Chatterton qui se vendent pour aller recouvrir un cadre tout neuf. Alors il y a une manière aussi, et moi j'avais découvert ça aux États-Unis, il y a je pense 15 ans. C'est que certains vélos, en fait, il y a une partie avec de la laine, en fait, ils sont recouverts. C'est du crochet, en fait. Hein. C'est une protection au crochet. Donc le vélo, il est totalement unique. Et le cadre est complètement protégé par de la laine qui vient faire le cadre, voire même parfois entre les rayons des roues. Oui. C'est assez impressionnant, ça. Ouais, j'ai vu ça. Très peu en France, mais c'est plus anglo-saxon. C'est pas le pays du crochet, ouais. Moi, je l'avais vu aux États-Unis. L'Europe de l'Est, les États-Unis, ils tricotent beaucoup. Mais ça se fait. Il y a quelque chose dont je pensais qu'il arriverait plus vite. C'est que dans le monde de l'automobile, il y a ce qu'on appelle le covering. Où on vient finalement appliquer des vinyles, ça va remplacer des peintures, c'est un peu moins durable mais c'est réversible.
y a des vrais artistes. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois que tu pars d'un rouleau d'autocollant finalement et quand tu vois les formes résultat, qui sont... C'est scotchant. On a des très bons là-dedans en France. Ça s'est étendu un peu à la moto. Et le vélo, non. Très peu, c'est assez pointu. Il faut vraiment avoir le bon contact. Ouais, vraiment. Mais même en termes de prix engagés pour recouvrir. Alors moi, je pensais vraiment que ça allait arriver. Je me suis dit, parce que c'est beaucoup moins onéreux, c'est pour ça. C'est peu onéreux. En fait, le film en lui-même coûte pas cher. C'est vraiment une question de main d'œuvre. Par contre, donc, pour des voitures, il faut être plusieurs et puis il faut avoir un peu de matériel. Mais pour les vélos, moi j'ai essayé pour voir. Je me suis dit, il va se passer quelque chose avec ça. Et finalement, ça émerge peu. Peut-être que ça va venir. Peut-être que tu vas. Ouais, mais tu nous lances une tendance. Mais je sais pas. Parce que c'est le côté réversibilité qui intéresse les gens. Et je me suis dit. On a dans le vélo d'aventure que toi et moi on connaît bien, on a aussi une tendance de certaines personnes à dire moi ma personnalisation à moi c'est de protéger mon vélo pour finalement maximiser la valeur de mon bien un jour à une revente éventuelle. Donc tu as des gens qui vont mettre des films transparents sur leur vélo de protection, soit de manière quasi intégrale, soit de manière plus ponctuelle. Et je me suis dit mais ça y est là les choses vont se rejoindre et les gars vont faire, au lieu de faire une protection transparente, ils vont en profiter pour changer la couleur. Et non, ça pas d'étincelle là-dessus. Ouais, c'est étonnant, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Il y a un dernier sujet, avant de creuser justement cet aspect-là, les peintures, les cadres, c'est plutôt quelque chose d'assez simple à faire, c'est des pneus colorés. On l'a vu, alors on en a parlé, puisque c'est vrai que toi et moi, on a fait un sujet sur vraiment un épisode entier sur comment choisir ses pneus. Oui. Quel est le retour d'expérience que tu peux nous faire sur ça ? Est-ce que le pneu, parce qu'il est coloré, perd en efficacité ou... Quel est le sujet sur les alors pneus colorés ? Les manufacturiers de pneus le disent eux-mêmes qu'en fait l'adjonction de colorants peut dégrader le composé, enfin la formule, voilà, et peut lui rendre moins de durabilité ou donc il y a quand même un effet. Oui, il y a un effet, voilà. Donc tout ce qui est à vocation vraiment performantielle, ou alors la performance c'est pas toujours que de la vitesse, hein, mais la performance d'adhésion ou normalement les gens ils restent quand même sur des chapes noires, de souplesse, voilà, ils restent sur des chapes noires. Après voilà, il y a plein de fabricants aux États-Unis, ça a aussi pas mal poussé, où les mecs font des pneus hommage ou des séries spéciales avec un vert, un rose, un bleu. Ils sont très poussés là-bas. Ouais, voilà, il y a eu pas mal de séries limitées sur le sujet. Et puis après, sinon, sur du pneu un peu plus bas de gamme ou sur du vélo enfant ou sur des petites dimensions, on trouve un peu plus de variété. Mais c'est pas un gros du marché. Bon, ça reste à la marge. Ouais. Mais je te verrais bien rouler avec du verre fluo. Mais non, tu ne me verras pas. Alors, on va rentrer là dans la méthode, ce qu'on appelle un peu plus poussée, hein, le choix de son cadre, mais la peinture notamment. Là, je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute, qui se dit voilà, c'est le bon moment. Dans les jours ou dans les mois qui viennent, je veux garder mon cadre, mais j'aimerais lui donner une seconde vie où j'aimerais avoir la sensation de rouler sur un nouveau cadre et je vais refaire la peinture. Quels sont les conseils, toi le spécialiste, JP, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit voilà, j'ai trouvé l'artisan qui va me le repeindre. Quelles sont les étapes ? Qu'est-ce qu'il doit faire jusqu'à ce qu'il reçoive cette nouvelle couleur en fait ? Alors si on parle de peinture, c'est finalement moins simple que ce qu'il n'y paraît. Donc au-delà de ce qu'on peut faire soi-même avec une bombe de peinture, où la plupart du temps on va probablement faire un ponçage léger de ce qui existe et puis appliquer une couche de peinture. Ou appliquer une peinture pelable. Alors il y a ça, c'est vrai que tu m'orientes sur un autre sujet, mais là je te parle de peinture. Moi j'avais dans l'idée effectivement de passer par l'artisan, mais tu peux aussi faire sa peinture soi-même. Alors, je commence par ça. Sur le do it yourself, tu as la bombe de peinture, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs marques, je ne vais pas les reciter, mais de toute façon, quand j'avais 10 ans, j'allais chez Catena acheter des bombes de peinture pour repeindre le BMX, la Redoute. On a tous fait ça. Voilà, on a tous fait ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui ont un peu spécialisé la peinture en termes d'accroche. Voilà. Est-ce que c'est simple ? Oui, est-ce que le rendu est correct ? Ou est-ce que ça reste vraiment accessoire ? Avec du temps. C'est-à-dire, si tu es patient, tu peux faire quelque chose de non seulement sympa, mais durable. Il suffit de préparer, c'est toujours pareil, hein. Préparer, apprêter, peindre, protéger la peinture. C'est toujours à peu près la même recette. Après, il y a un do-it-yourself encore plus accessible, qui est ce qu'on appelle les peintures pelables. Alors, ça nous vient directement de l'automobile. Finalement, c'est du vinyle, mais appliqué en spray quelque part. Donc, tu dégraisses. Normalement, il faut faire quand même une petite préparation pour qu'il y ait un peu d'accroche, donc un léger ponçage. Et tu vas mettre cette peinture qui va créer un film finalement. Donc le choix de couleur est un peu plus restreint, mais c'est quand même déjà, t'as de quoi faire.
Et cette peinture, quand t'en as marre, tu peux venir soulever un petit coin avec le cutter et tu peux l'enlever. Et tu peux l'éplucher. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire ça sur la voiture. On en a vu sur les vélos. Alors le vélo, c'est toujours un peu plus exposé. Donc si tu fais un accro, t'as de quoi tirer le reste de ta peinture. Mais il y a des gens qui ont essayé ça. Ça, c'est le niveau 1 pour essayer une couleur. Voilà, par exemple, est-ce que ça fonctionne? Mais c'est ce qu'on aurait pu faire avec des rouleaux de vinyle qu'on voit pas apparaître. Mais ça, c'est vraiment l'étape 1. Alors après, il faut un endroit pour peindre. On peut pas peindre à l'extérieur parce que si tu as de la peinture et que tu as de la poussière qui arrive dessus, voilà, c'est pour ça qu'on peut se diriger vers un professionnel. Et là, si on va chez un professionnel et qu'on va donc dépenser de l'argent, on attend un résultat professionnel, évidemment. Et là, le professionnel, c'est pas forcément le gars qui peint des portails. Et ça dépend du matériau de son vélo. Alors, ce qui veut dire que ce professionnel-là, lui, il va refaire la peinture du vélo, mais il faut lui envoyer. Enfin, tu lui envoies pas le vélo monté, c'est-à-dire qu'il faut lui envoyer le cadre nu. On a en France quelques professionnels de la peinture vélo. Voilà, il y en a. J'en connais 3-4, voilà, avec qui j'ai eu affaire d'ailleurs. Donc eux, tu pourrais leur envoyer un vélo complet, ils sauront le démonter, ils savent ce qu'est un vélo. Voilà. Et puis, de manière plus accessible, il y a tout un tas de peintres. D'artistes, ouais. Des fois des artistes. Alors les gens qui font de l'artistique sont plus souvent des gens qui sont dédiés au vélo, voilà, il y en a quelques-uns. Donc Instagram vous aidera à les identifier. Mais après, un carrossier qui peint toute la journée des voitures, il a à minima certains éléments techniques pour savoir quelle nature de peinture, quelle nature de matériaux, comment j'apprête. Il a une cabine, il a de quoi sécher. Bon, ils sont souvent plus équipés que les gens qui peignent que des vélos, souvent. Néanmoins, si tu leur amènes un cadre en titane, le titane ne se traite pas exactement de la même façon. Donc en fait, c'est toutes ces problématiques qu'il faut bien évoquer avant. Le titane, au niveau de l'après, de la qualité de la peinture, etc., pour que ça tienne, a quelques spécificités. L'acier, si on est sur un acier ultra haute performance avec des tubes qui en partie centrale font moins d'un demi-millimètre d'épaisseur par exemple, et que tu emmènes ça chez, tu sais, en région parisienne, avant tout le monde allait faire balancer son cadre chez Epoxy, pas loin dans le 93, voilà, et le gars il faisait ça entre deux portails, il te sablait ton cadre, sauf que si t'es à 5 dixièmes, tu le sables même pas une fois des fois, c'est-à-dire que le gars passe au travers de ton tube. Donc il y a des spécificités, donc si le gars il n'a pas l'expertise de ça, il sait pas, il voit un truc en acier, il sable, il peut passer au travers, ou il peut créer une fragilité qui va conduire à une rupture après. Si tu as un cadre aluminium, tu peux confier ça à peu près à tout le monde, c'est pas très compliqué à traiter. Si tu as un cadre en carbone, les gens vont pas sabler, ils vont poncer, c'est quelque chose qui est assez maîtrisé. Voilà, l'acier et le titane vont demander un peu plus d'expertise de la part de la personne à qui tu vas confier ça. Mais tous les cadres peuvent être repeints? Ou est-ce qu'il y a vraiment un type de cadre où là tu te dis, bon là, une fois qu'il est fait, c'est... Non, a priori on peut tout repeindre. C'est juste le savoir-faire, bien savoir à quel type de matériau on a affaire en fait. Ouais, voilà, tout à fait. À quelle personne tu confies ça et que la personne ait l'expertise de sa peinture ou au moins le soutien de son fournisseur de peinture pour lui dire, bah là sur tel matériau, il faut que tu utilises tel type d'après. Et voilà, une fois que les gens ils manient tous un pistolet, mais la recette de la peinture, de l'après, du vernis. Non, mais c'est hyper intéressant. Voilà. C'est hyper intéressant de bien en tout cas valider avec la personne qui va te repeindre le cadre en quelle matière, de quel matériau il est fait. Voilà. Que le mec ne sable pas le truc et qu'il passe à travers ton tube. Si tu as un cadre acier, on va dire très conventionnel avec des épaisseurs classiques de tubes non traités thermiquement, etc., tu peux le faire repeindre à peu près partout. Après, en termes de coût, je pense que un cadre aujourd'hui avec une peinture époxy, une peinture poudre au four chez quelqu'un qui fait plutôt de l'industriel, donc portail, bâtiment, etc., tu peux faire repeindre un cadre pour peut-être 150 €. Une peinture avec de la peinture automobile à l'eau, donc une peinture plus avancée en termes de finition, où on va pouvoir aller après intégrer de la déco, des dégradés, des inserts, des autocollants sous le vernis, etc., etc. Une peinture unie, ça va commencer à plutôt 400 €, et puis après, la limite est qu'il n'y a pas de limite, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des demandes complètement farfelues des fois. Moi, ma spécialité, c'est les cadres acier, donc je suis obligé de tempérer les ardeurs de certains clients qui veulent me faire reproduire des toiles de mètre sur des tubes qui font 2,5 cm de diamètre, où on voit rien, en fait. Sur un cadre en carbone avec des grosses sections, on peut faire des choses.
qu'on pourra pas sur en termes de rendu, mais voilà, une peinture unie cadre et fourche sur un cadre acier ou cadre métallique et puis fourche carbone, il faut compter un bon 400 € facilement. Et qu'est-ce que tu penses du covering? On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que là c'est pareil? C'est quoi? C'est le cadre doit être démonté, ou la personne qui le fait va pouvoir juste prendre le vélo bien nettoyé puis pouvoir faire le covering? Comment... Si le covering voyait le jour, alors j'ai vu quand même quelques niche, personnes qui avaient fait des expériences là-dessus. Quand les gens sont très à l'aise avec le covering, il n'y a pas besoin de démonter grand-chose. Alors après, si tu as des câbles qui passent sous ton tube diagonal, il faudra démonter les câbles, mais tu n'es pas forcément obligé d'enlever le jeu de direction, etc. etc. Le covering... est vraiment élastique. Il y a plein de natures de film, vinyle. Moi, dans mes essais, je me suis rendu compte que tu avais des élasticités différentes. Enfin, voilà, les producteurs de films vinyle ont vraiment décuplé les gammes et les produits. Je pense que l'avantage par rapport à la peinture, c'est que quelqu'un qui a un petit atelier propre n'a pas besoin d'un gros système de compression, n'a pas besoin d'une filtration, n'a pas besoin... Donc, je sais pas, peut-être qu'on va déclencher des vocations aujourd'hui, des gens qui vont se lancer dans le covering vélo, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Intéressant. En traitant bien les techniques. Voilà, sur la personnalisation couleur et les peintures, voilà ce qu'on peut dire. Les gens qui font les vélos en particulier vont aussi faire les casques, etc. Donc, si vous recherchez près de chez vous localement... Ce qu'on peut customiser, effectivement, on n'en a pas parlé, mais le casque est un accessoire qui n'est pas obligatoire, mais qu'on recommande fortement pour faire du vélo. Et ça se démocratise vraiment, par contre. On voit énormément, notamment vers Saint-Etienne, je crois. Moi, je sais qu'il y a une personne qui le fait beaucoup. Salut Mathieu. Voilà. et ça prend... aujourd'hui, c'est une touche d'avoir quelque chose d'unique, si ce n'est le vélo, c'est au moins le casque. Oui, complètement. Le casque, c'est plus accessible. Et le casque, on l'a sur soi, on le porte. Donc c'est un peu comme une casquette, on peut y afficher un message, on peut y décrire une personnalité. Donc voilà, donc les gens qui font les vélos font les casques, les gens qui font les casques de moto peuvent faire des casques de vélo. Voilà, si vous êtes en recherche d'un artisan près de chez vous, regardez les peintures moto, les peintures casques et puis après les peintures de voiture. Moi aujourd'hui, je fais bosser un carrossier voiture qui s'est complètement adapté au vélo et qui fait ça très bien. Bon, génial. En tout cas, c'est plein de très très bons conseils, mais on en parlait juste avant d'entrer dans ces méthodes un peu plus poussées. On parlait de la customisation de vélos qui sont existants, que tu vas venir avec certains accessoires leur donner une seconde vie, une nouvelle image. Mais il y a aussi, tu as commencé à introduire le sujet, la customisation et la réflexion dès le départ, c'est-à-dire avant d'être sur ton vélo. Oui, alors moi j'appelle ça personnalisation. C'est pas que je veux pas faire d'anglicisme, mais pour le coup, dans l'anglicisme de custom, il y a une espèce d'impédance de l'esthétisme, si tu veux, on parle de quelque chose de visuel, et dans le mot personnalisation, on essaie de personnaliser un produit à la pratique d'un client. C'est l'essence même de mon quotidien, très clairement, et ça passe par écouter. Oui, parce qu'il y a 15 000 possibilités. Écoutez, d'un même cadre, on peut faire des vélos à destination différentes. On a tellement d'accessoires, tellement de palettes de montage possibles que ce qui peut paraître anecdotique pour certains, pour le client dont tu vas traiter et à qui tu vas répondre à une demande, ça peut être très important. Le mec va mieux rouler sur son vélo parce qu'il a exactement la potence dont il rêve depuis 10 ans ou quoi. Mais bien sûr, ça va bien au-delà de cette anecdote. Ça va sur avoir un vélo adapté à sa pratique en termes de durabilité, en termes de transmission, en termes de pneumatique, en termes de roues, en termes d'entretien. On ne va pas forcément... proposer un groupe de transmission extrêmement pointu à quelqu'un qui met jamais les mains dans la mécanique et dont on sera très content si déjà il fait son changement de pneumatique et sa lubrification tout seul. Alors comment tu fonctionnes quand c'est comme ça? C'est-à-dire que toi c'est l'interview, c'est la discussion avec les gens. Tu as un process bien établi où tu vas balayer tout un tas de sujets qui vont te permettre de faire des préconisations, ou alors tu écoutes le client et tu notes au fur et à mesure? Je pose des questions quand même. Mes questions de base, elles sont toujours les mêmes en fait. Âge, taille, poids. Où est-ce que tu roules? Où est-ce que tu comptes rouler? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Ça commence comme ça. Et en fait, cette introduction, elle permet finalement d'engager des discussions plus poussées. Et puis, les questions-réponses vont permettre de comprendre que des fois, quelqu'un va verbaliser quelque chose avec du français en disant « Moi, je veux faire du voyage à vélo. » Et puis, tu sais, on en a fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le voyage à vélo.
Pour certaines personnes, le voyage commence au bout de la rue, pour d'autres, c'est à partir de 6000 km. Et donc, c'est qu'en discutant un peu plus. Le gars qui te dit je veux faire du voyage à vélo, tu comprends qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est 50 km par jour avec ses 2 enfants et sa femme, une fois par an dans l'été. C'est un voyage pour lui. Donc, il y a pas on dénigre pas le fait que ce soit un voyage, c'est juste qu'on ne va pas lui vendre le même vélo que quelqu'un qui veut faire 6000 km dans son mois de juillet. Voilà. Et quand une fois que tu as fait ton interview, tu préconises quelque chose et en fait, ou alors le client te dit moi je veux ça, et qui ne correspond pas du tout à ce que. Parce qu'il y a ça aussi. Exactement. Tu peux fantasmer un vélo qui ne correspond en fait pas du tout à ta pratique. Tu as tout compris. Et c'est là vraiment que je pense la différence se fait aujourd'hui. Donc on pose des questions, on écoute, après on demande à la personne de formuler son projet, on regarde si la formulation correspond à ce que nous on a compris, on réinterroge, et puis après effectivement, est-ce que tu as des choses en tête sur l'équipement que tu souhaitais, etc. Et puis là, on a assez d'arguments pour dire, ok, là tu voulais un groupe monoplateau par exemple, ça c'est un truc, je vais l'illustrer comme ça parce que ça arrive régulièrement, le gars veut un monoplateau pour la simplicité. Et puis, on comprend que finalement, son vélo, il va servir effectivement à aller faire 60 km par jour de camping en camping l'été, mais que aussi le dimanche, 30 semaines par an, le dimanche, il va aller avec les copains qui font du cyclo-sportif. Et qu'en fait, avec un plateau de 40 et 11 derrière, même si c'était le plus sportif de la bande et c'est pas le cas, il n'arriverait pas à suivre les gars qui sont en 52-11, qui vont rouler en paquet et voilà, donc ça va pas marcher. Donc on lui dit bah non, il faudrait quand même mettre un double, même si c'est un compact. Voilà, ça te donnera quand même moins de différentiel et c'est pas si compliqué que ça à entretenir. Enfin, voilà, on va devoir essayer d'adapter au maximum. Bien sûr, il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer. Donc on donne confiance aux gens en expliquant, en décrivant des retours utilisateurs. Aussi parfois, certainement, parce qu'il doit y avoir des fausses idées ou des a priori. Il y en a, mais il faut accepter de passer du temps avec les gens pour leur vendre quelque chose qui colle. Et pour moi, là, c'est vraiment l'essence de la personnalisation, c'est ça. Et la dernière question qu'on se pose souvent quand on planifie des vélos comme ça, c'est le côté custom avec est-ce que tu veux une peinture spécialisée, est-ce que tu veux des accessoires de couleur plutôt argent, plutôt noir, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est on peut complètement tout peindre, on peut tout personnaliser, on peut anodiser des pièces en alu s'il y a besoin, on peut dans une peinture créer des textes, enfin on peut faire tout. On peut adapter la pompe. Moi, j'ai déjà vendu des vélos avec des peintures, les pompes avec la peinture adaptée, le casque aussi, etc. Donc, il y a des gens qui ont des envies précises et poussées. Par contre, souvent, les gens, voilà, vraiment le besoin quand on crée un vélo, un montage à la carte, comme on appelle ça, un montage personnalisé, les gens veulent que ça corresponde à leur pratique et que ça leur ressemble, quoi. Parce qu'après, il y a le choix, effectivement, on a parlé du cadre principalement. Après, il y a le choix aussi du guidon, la manière dont on va poser ses mains sur le guidon. Et là, tu as plusieurs types de guidons. Certains vont fantasmer un guidon de cintre de vélo de route, mais en fait, de par leur projet, peut-être que c'est un guide multiposition qui leur convient, ou peut-être un guidon plat. Donc là aussi, à travers le guidon, tu as plusieurs possibilités de pouvoir personnaliser ton guidon en fonction de ta pratique. Sur ce guidon, tu y mets un ruban, une guidoline, qui peut aussi être aujourd'hui, on voit des tas de couleurs, des tas de matières qui peuvent venir personnaliser le vélo. Il y a les pédales, choix des pédales. Donc là aussi, en fonction du mode de déplacement, si c'est du vélo taf ou pas, ou si c'est de la longue distance, tes pédales peuvent être différentes, quoique certains, aujourd'hui, fabricants, arrivent à faire sur une seule pédale deux manières d'accrocher son pied. Oui, il y a toujours des produits multi-usages. Certains fonctionnent avec plus ou moins de bonheur. Mais quand on veut tout faire, c'est plus difficile de faire plusieurs choses très bien. Bien, ça peut arriver. Très bien, c'est plus compliqué. Mais les pédales, oui, les selles. Tout à l'heure, on discutait entre nous de selles. C'est aussi quelque chose de personnel. Et d'important. Et d'important. Il y a vraiment, tout est personnalisable dans le vélo. L'avantage, c'est qu'on est à des produits avec des échelles humaines et que pour tout un tas d'artisans, de boutiques et de professionnels, c'est aussi une opportunité d'apporter une couche supplémentaire de services et de valeur ajoutée par rapport aux industriels du vélo pour qui
la personnalisation est l'opposé proportionnel au profit, puisque plus tu passes du temps avec les gens et plus tu fais du spécifique, moins tu gagnes d'argent. Donc on peut prendre des vélos de série et puis les adapter aussi, ça fonctionne. Voilà, il y a tout un panel. Et l'idée, c'est quand même que la personne ait un vélo qui lui plaise, qu'elle ait envie de rouler. Parce que l'esthétique, je fais un parallèle avec les instruments de musique. On joue pas un instrument qu'on trouve pas beau et on roule pas un vélo qu'on trouve pas beau, même s'il est très confortable. Là-dessus, je suis pas un exemple sur ça parce que moi, je roule toujours avec des jantes assez larges. Parfois, ça n'a aucun intérêt, je le sais, mais je trouve ça beau, tu vois. Oui, mais moi, donc là-dessus, pour moi, j'ai envie de monter sur mon vélo, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est mon discours. Quand les gens me demandent des roues à profil, je leur dis OK, si vous le faites juste pour le critère esthétique. Voilà. Alors on discute, on passe un quart d'heure, et puis je leur dis OK, pas de souci, mais on est d'accord, ça va pas vous faire gagner du temps sur la route. On est OK. Oh ouais, il y a pas de problème, mais on a le droit. Moi, ça donne un look spécifique. C'est vraiment, là, je partage un avis personnel. Je trouve que c'est important d'avoir un vélo sur lequel tu as envie de monter. Complètement. Ça fait partie du plaisir que tu ailles faire 40 bornes ou 500. Ça fait partie de j'ai envie de prendre ce vélo et d'aller faire 1h30 ou 12 heures. Mais je comprends, et je voulais partager cet avis-là sur l'esthétisme. Et sur les pédales, aujourd'hui, JP, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur les pédales, je trouve, et notamment ces plateformes qui sont faites dernièrement avec du grip. Et ce qui me fait penser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es professionnel du cyclisme dans ce milieu-là, est-ce qu'aujourd'hui la cale est toujours, enfin le fait d'être accroché à la pédale est toujours un passage obligé, ou est-ce que tu vois une tendance où, avec ces nouvelles pédales justement, tu peux avoir du grip sans être attaché à ta machine? Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement, je vois, et c'est un vrai sujet pour moi. Moi, j'ai jamais considéré, comme dans le sérail du vélo, qu'on n'était pas cycliste si on n'avait pas les pieds accrochés. Néanmoins, c'est presque un lieu commun. C'est-à-dire que tu arrives avec... Moi, j'ai des clients que je fais sortir en pédale plate pour X raisons, certaines qui sont physiologiques. Vans pédale plate. Vans, ça marche. Où il y a plein de chaussures de vélo maintenant que tu retrouves. Physique a une offre très sympa sur des pédales, sur des chaussures qui fonctionnent très bien. Il y a 510, il y en a plein, d'accord. Comme ça, j'ai cité plusieurs marques d'un coup. Exactement. Merci JP. Mais par contre, j'ai fait très peu de pédales avec les grips en abrasif, on va dire. Aussi. C'est plutôt avec les picots. Voilà. Il y a toute une offre. Avant, ces pédales étaient assez chères parce que souvent en aluminium usiné. Maintenant, il y a beaucoup de résines composites qui fonctionnent très bien et qui sont descendues en poids, qui sont parfaites. Moi, j'ai une marque favorite, et donc il y a des gens pour des questions souvent physiologiques ou juste d'usage. Parce qu'ils ont un usage multiple que je fais partir en pédale plate. Là, je vois une tendance d'acceptabilité au niveau de la clientèle qui achète. D'accord ? Alors après, j'ai une clientèle spécifique avec... Voilà, je suis sur un marché de niche, mais j'arrive à dire aux gens, OK, dépassez vos trucs, vous êtes bien en pédale plate, allez en pédale plate. Par contre, le niveau d'acceptabilité de l'entourage, lui, il progresse pas beaucoup. C'est-à-dire, mais pourquoi t'as pas acheté des chaussures et puis des pédales ci et ça et machin? Et même les gens qui sont passés au vélo... C'est purement une question d'image, parce qu'en termes de performance, pour avoir fait plusieurs rides avec des personnes en pédale plate, Evan, c'était l'image que l'on a, mais... la Clan Morton l'année dernière, je ne sais pas si on ne s'est pas déjà dit cette anecdote-là. Il a eu mal au pied, il a mis les Birkenstock, il a enlevé une lanière sur deux, et il a fait la même moyenne... Ouais. Qu'avec les cales. Ouais, non, mais alors, il a fait d'ailleurs une performance, faut quand même le souligner, parce qu'on regarde que son côté un peu bikepacker, aventure. Il a fait une performance juste incroyable. Sportive, oui. C'était vraiment d'être une performance en termes de communication pour ses sponsors. De communication, il a levé des fonds aussi, il y avait une cause, il y avait tout derrière. Une vraie performance sportive. Mais complètement. Tout ça avec des chaussures où il avait bricolé, il avait juste une sangle. Et il n'a pas fait tout son alter tour, il l'a pas fait tout en Birkenstock, il l'a fait avec ses chaussures et ses cales de route. Et au moment où il avait, parce que là il n'avait pas les masseuses, etc. Non, mais ça remonte à un vrai problème d'ailleurs, de problème de chaussures. On souffre tous très clairement. Voilà. Qui ne souffre pas des pieds après avoir fait 200 km, quoi. Donc finalement il a presque prouvé qu'il pédalait aussi vite. Ça a révolutionné aussi. En tout cas, ça a apporté un vrai focus sur la démocratisation de ces gens qui sont en pédale plate et chaussures. Et il n'y a pas un écart, très clairement. Il n'y en a pas, voire très peu d'écart à la fin de ton tour, en fait. Tu finis avec ces gens-là. Tu les attends pas une demi-heure comme tu pourrais t'imaginer, tu vois. Non, puis tu connais mon affection pour le BMX aussi. Bien sûr.
Et le BMX Race, à l'époque où toi et moi on a fait ça quand on était jeunes, c'était pédale plate, les pièges à loups, nos tibias ont encore les traces de ça. Exactement. Et tu as eu sur les 20 dernières années vraiment l'introduction du clip dans le BMX. Et maintenant, aujourd'hui, tu vas dans un club. Moi, je vais dans mon club local. Quand tu arrives aux gamins qui ont 16-17 ans, ils sont tous clipsés. Et tu te dis, putain. Alors, ça change. La pratique a évolué aussi. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de ça, pas que pour l'efficacité de pédalage, mais ils vont s'en servir dans les sauts, dans la maîtrise du vélo en l'air, etc. Mais néanmoins, donc il y a eu toute une vague où on poussait les gamins à s'équiper comme ça. Et puis tu as un personnage assez génial qui s'appelle Jean-René Duclos de Laït, que tu connais peut-être, qui est un vétéran du BMX, on pourrait dire des fois un vétéran de la vie aussi, et qui roule avec un BMX en acier et qui a été champion du monde en vétéran, et il est en pédale plate et il roule plus vite que beaucoup de gens et ça l'empêche pas, tu vois. Donc c'est pas limitant dans la performance. Peut-être que le clip, que ce soit dans le vélo de route, dans le BMX ou quoi, peut-être que le clip peut apporter certains avantages, mais la pédale plate n'est pas limitante. C'est comme ça qu'il faudrait le dire. Ouais, je suis d'accord avec Donc toi. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai des clients à qui j'arrive à vendre des pédales plates. Après, ils sont pas tout le temps. Et j'en ai qui reviennent, ils me disent ouais, mais tout le monde me dit j'avance pas. Oui, mais ça c'est par contre c'est faux. Ouais, voilà. Totalement. Et puis après, tu peux aller dans la personnalisation également de ta transmission. Tu en as parlé tout à l'heure avec un plateau unique, un double plateau, un triple plateau. Et puis les développements. Les développements, on n'en parle pas assez souvent. Et c'est. Moi, une grosse partie de mon activité est sur le pneumatique, et notamment le pneumatique large. Et les gens oublient souvent de prendre le pneumatique en compte dans le calcul du développement. Donc il y a aussi de la pédagogie à faire là-dessus, mais c'est un tout. Voilà, on le dit souvent. Parfois, j'ai l'impression de radoter, diraient mes enfants, mais de me répéter. Mais on peut pas isoler des composants. C'est un tout. C'est un système, comme tu dis. C'est un système avec le pilote par-dessus, en effet. Voilà. Exactement. Tu peux même aller aussi, on revient un petit peu à l'accessoire, mais tout ce qui est éclairage, même s'il est obligatoire, tu peux aujourd'hui customiser plein de choses, voire même certaines petites... Alors là, on n'est pas dans de l'éclairage, mais dans de la visibilité, oui. En ayant sur tes rayons ou sur ta valve un phénomène lumineux qui vient se mettre en place et qui permet de manière latérale d'être un peu plus visible. Là, je pense qu'on est on a eu une phase sur l'année et demie ou les 2 ans qui se sont passés avec... on s'est dit que le prochain marché porteur, c'était la sécurité. On a fait un épisode sur la sécurité, toi et moi aussi. Donc les marques ont sorti tout et n'importe quoi. Donc tu avais de la visibilité dans l'essence, les autocollants les plus mauvais goûts possibles, certains qui posaient, à contrario, des problèmes de une telle réflectivité que ça pose des soucis aux automobilistes. Il y a eu les sacs à dos qui s'éclairent, les clignotants dans le casque. Là, on est en train d'être sur une phase redescendante où vont rester les produits qui ont un vrai sens d'un point de vue et de la sécurité et aussi du sentiment de sécurité qui sera clairement la clé du développement à venir du vélo, mais on en reparle. Le sentiment de sécurité, c'est la clé sur laquelle tout le monde va devoir plancher. Mais effectivement, il y a tout plein de petits... Les lumières... dans la personnalisation de son vélo, il y a eu une grosse période dynamo. Oui. Il y a un petit retour en arrière. Voilà, les dynamos sont pas sans poser de problème, mais on pourra faire quelque chose de dédié sur ce sujet-là aussi. Il y a vraiment les gens qui font des éclairages à batterie ont tellement progressé qu'aujourd'hui le choix est pléthorique et satisfaisant. Voilà, c'est infini la personnalisation. C'est infini. Tout le monde peut avoir un vélo qui lui ressemble. Je pense que les gens qui sont sur la question du vol aussi sont en train de penser à comment on mixe la protection et la personnalisation. Ça peut être un custom, effectivement. Oui, il y a des localisations de vélos, il y a aussi les fameux badges d'identification qui sont obligatoires, autocollants, gravures, etc. Mais voilà, plein de gens sont en train d'essayer de réfléchir à comment ils mêlent ces deux aspects-là de protection contre le vol, qui est un sujet. Très clairement. Je pense que mon fils peut t'en parler. Il n'y a pas moins de 15 jours. Non, mais c'est malheureux, mais voilà, et c'est aussi un autre frein au développement du déplacement à vélo, la question du vol. Donc c'est pléthorique et j'invite tout le monde à personnaliser son vélo, très clairement. C'est un process sympa. Pour plein de choses dont on a discuté aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est un premier pas dans le bricolage et dans l'appropriation de son outil. Et que font, si on avait à mettre en avant ce que font les experts, c'est-à-dire les
les personnes les plus abouties en termes de customisation, de personnalisation, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'ils font en plus que de tout ce qu'on vient d'expliquer? Ça va être quoi? Ça va être d'alléger un maximum le vélo, ça va être... La personnalisation ultime, pas qu'elle soit nécessaire, mais elle est voulue peut-être, c'est le sur-mesure. Voilà, c'est le sur-mesure. Alors le sur-mesure, c'est un terme qui vient plus de la confection que du vélo, mais c'est pour ça que moi j'aime bien parler de vélo personnalisé plutôt, mais faire son cadre avec des tubes sélectionnés, avec les diamètres et les épaisseurs sélectionnés, avec les bonnes longueurs, avec... Voilà, on peut aller chercher tout ça. On peut aussi concevoir que quelqu'un a envie d'avoir un cadre avec une finesse de tube très particulière à un endroit qui va conduire le concepteur du vélo à compenser tel ou tel manque de rigidité ou apport de rigidité. Donc l'ultime, c'est de se faire fabriquer son vélo. Son propre vélo. Il y a plein de matériaux qui le permettent, tous quasiment, enfin tous ceux qu'on connaît, que ce soit le bambou, le titane, l'acier, le bois. Il y a de plus en plus de vélos en bois. Exactement, les retours sont plutôt positifs. Mais sans aucune surprise. Tu vois, comme je le dis, tu vois, rien que moi je me rends compte qu'en le disant, j'ai un a priori négatif, tu vois. Parce que les retours sont plutôt positifs. J'aurais presque un a priori négatif. Moi qui travaille le bois depuis longtemps dans le domaine de la construction ou de la facture d'instruments de musique, je ne suis pas surpris. C'est le premier composite naturel, c'est le bois. Écoute, j'ai pas de podcast sur les guitares, sinon je t'aurais invité. Non, mais il a de telles qualités mécaniques que c'est pas... C'est pas surprenant. Toi, ça te surprend pas? Non, ça me surprend pas. Après, voilà, il faut que ça corresponde à l'esthétique des gens, mais c'est en train de... Ça restera probablement quelque chose de niche, parce qu'à un niveau industriel, ça serait assez complexe à gérer, en tout cas probablement moins rentable que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, mais on en verra de plus en plus. Voilà, je suis certain. Bon, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses, puisqu'on arrive sur la fin de cet épisode, sur comment customiser, comment personnaliser son vélo, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on n'aurait pas balayées et qui te semblent importantes? L'impression 3D. Ça, tu penses? Demain, on pourra t'imprimer ton vélo. Alors, une partie en tout cas. En tout cas, on ira explorer. C'est sûr, il y a déjà des gens qui travaillent dessus. Pour l'instant, comme dans tout le reste des domaines, l'impression 3D, la limite, c'est la limite financière. Mais on y viendra. Quand tu dis on pourra t'imprimer ton vélo, c'est-à-dire le cadre ou vraiment les composants? Les deux. Les deux? Oui. Ça a déjà été fait, certainement? Oui, ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Ça arrive. Et quand demain, on sera imprimé avec des matériaux recyclés à l'échelle industrielle, on aura bouclé la boucle. Oui, exactement. Voilà. Tu as des références peut-être sur ça, des sites ou des exemples à nous donner? Parce que c'est quand même très intéressant. On parle souvent de ce qui se passe, mais aussi du futur. En tête, je les ai pas. Alors, il y a des gens dont le business aujourd'hui, c'est de commercialiser des vélos où tu as une marque qui est australienne, qui s'appelle Bastion, qui imprime pour chaque vélo ce qu'on appelle les raccords, c'est-à-dire que tu vas avoir sur la douille un raccord supérieur, un raccord inférieur, un raccord de boîtier de pédalier, un raccord de cluster de selle. Ouais. Voilà, ça c'est imprimé en titane chez eux directement. Donc ça c'était et ça assemble des tubes carbone finalement. Ok, donc ça a été vraiment une des premières marques à travailler avec ça à fond. Ils viennent, ils te font ton étude posturale et ils impriment partiellement ton vélo et les parties imprimées sont reliées entre elles par des tubes carbone. Tu as d'autres gens plus proches en Angleterre qui font pareil beaucoup d'impression 3D titane. Alors c'est des vélos qui sont onéreux parce qu'en plus l'impression c'est pas des imprimantes ultra industrielles, c'est des imprimantes qui rentrent dans un atelier, voilà. Mais c'est le passage à l'échelle supérieure en termes de quantitatif qui aura vraiment un impact. Il y a déjà des gens qui ont imprimé des cadres complets en freitage métallique, certains, en composite, d'autres. Voilà, il y a des marques aujourd'hui qui font... tu vois, peut-être que c'est deux choses qui vont se rencontrer. Il y a une marque de vélo électrique française aujourd'hui qui fait des cadres qui sont moulés avec du recyclage, avec des matériaux de recyclage. Et peut-être que demain, on imprimera avec du matériau recyclé. Incroyable. J'ai hâte de... en tout cas, je trouve ça très, très intéressant d'imaginer que dans l'avenir, tu vas vraiment choisir... C'est de la personnalisation, tu l'as dit, mais que ce cadre sortira directement de matériaux recyclés dans une imprimante, à travers une imprimante 3D. En fait, c'est pas la technique qui est limitative aujourd'hui. La technique, on saurait déjà faire beaucoup de choses aujourd'hui. C'est le quantitatif, la problématique. C'est que
Aujourd'hui, on vend beaucoup plus de voitures que de vélos. Et donc, dans la voiture, on a des moyens, on emploie des gens, on a des budgets, etc. Dans le vélo, on a un potentiel moindre de vente, mais on a les connaissances en résistance des matériaux, en éléments finis, pour aller modéliser des structures alvéolaires imprimées en 3D, que ce soit de l'impression en métallique ou de l'impression en composite. On sait faire plein de choses assez incroyables. Aujourd'hui, les marchés ne permettent pas aux industriels qui ont les moyens de se lancer là-dedans. Ouais, voilà. En tout cas, un grand merci JP pour ce partage sur la customisation, la personnalisation de son vélo. Chacun, en tout cas, avec ce qu'il y a aujourd'hui déjà, la multitude d'accessoires peut personnaliser son vélo et c'est vraiment, vraiment accessible. Donc en tout cas, un grand merci et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule dans l'atelier sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. À bientôt Arnaud, merci.